Ma belle-fille, qui est responsable d'une boulangerie, elle cherche des vendeuses désespérément, des vendeuses ou vendeurs. Les jeunes, c'est des jeunes, hein. Ils se présentent, moi, entre 20 et 35 ans, ils se présentent, ils travaillent une demi-journée, ils se barrent. Oh, les jeunes, là, vous allez bosser ou bien? Ça montre, ça montre. Ça te quoi? Ça moutre. Outre. Outré. Ah oui, ça t'outre. Ça moutre. Les jeunes, ils ne bossent pas, ils ne veulent pas bosser. Ce discours sur les jeunes, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Nadine est-elle manageuse? Je ne sais pas, mais elle dit la chose suivante. Le problème est également la baisse du niveau scolaire. Il ne faut pas s'étonner qu'avec un bac plus 5, les tâches données soient plutôt ingrates. Ils n'ont pas le niveau la plupart du temps. Ils ont du mal à rédiger un texte correctement, sujet, verbe, complément. Et après, ils s'attendent à des boulots de cadre payés plusieurs milliers d'euros par mois. D'où la frustration. Yann Algan, que répondez-vous? Elle est radicale, À Nadine. cette analyse sévère. Sauf qu'en fait, vous vous en doutez, c'est pas du tout ce que disent ceux qui travaillent sur le travail. Mais alors, pourquoi tout le monde pense que les jeunes ont changé? Eh bah, peut-être parce qu'on ne regarde pas au bon endroit. Ce qui a réellement changé ces dernières décennies, c'est le travail lui-même. Alors, le but de cet épisode, c'est de comprendre comment le travail a changé, quel effet ça a sur les jeunes et même sur les gens en général. Et pour faire tout ça simplement, on va évoquer 4 termes. Cadence, stress, sous-traitance et perte de sens. Des termes qui permettent de dire que ce ne sont pas les gens qui détestent le travail, c'est plutôt le travail qui déteste les gens. Notre pays aime la finance magique. La finance magique, on peut toujours la déclarer. Il n'y a pas d'argent magique. Le gouvernement s'est auto-congratulé. 100 milliards d'euros. J'ai sauvé l'économie française. Il n'y a pas d'argent magique. Donc attends, le travail déteste les gens? Le travail, la manière dont il est organisé, les raisons de le faire, les tâches à accomplir, donnent quand même parfois l'impression que le travail est fait pour être le plus pénible possible. Vous allez peut-être nous dire, bah après c'est évident que le travail soit pas une partie de plaisir parce qu'en fait travail ça vient de tripalium et ça veut dire torture. Sauf que non, c'est pas l'hypothèse la plus probable selon les linguistes, ce truc de tripalium là. En fait, l'origine viendrait plutôt de trans en latin qui signifie à travers et qui donne en français le préfixe tra de transformer, transmettre. Il y a l'idée d'aller vers un but. Et puis la deuxième partie du mot viendrait du radical val des langues indo-européennes qu'on retrouve dans dévaler par exemple et qui donne le sens d'un déplacement ou d'un changement d'état. Donc travail égale changer d'état ou déplacer quelque chose dans un but précis. Travailler, c'est donc plutôt transformer la matière, son environnement, transformer le monde. Carrément les langues indo-européennes quoi. Bah oui, c'est les langues entre l'Inde et l'Europe quoi. Ok. Bon, quoi qu'il en soit, les enquêtes sur le travail, comme celle de la DARES par exemple, qui est un service de statistiques publiques, montrent que les gens veulent travailler, qu'ils en sont fiers, que pour la plupart, ils cherchent un sens à leur travail au-delà de la seule rémunération. L'extrait de France Inter avec Nadine qu'on vous a fait écouter en intro, il a lieu en réaction à une enquête sur les jeunes et le travail de l'Institut Montaigne. Alors là, c'est plus un service public, c'est un think tank français libéral, mais qui montre en fait sensiblement la même chose que la DARES. Ils sont vraiment attachés au travail et même à la question si jamais vous aviez les moyens de ne pas travailler toute votre vie, est-ce que vous continueriez à travailler? 80% disent oui, on continuera à travailler même si c'est pas pour l'argent. Donc il y a un vrai attachement au travail. Mais après, travailler pour travailler, les interrogations vont souvent plus loin. On l'a dit, la plupart des gens semblent chercher un sens à leur travail. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je transforme? Pourquoi est-ce que je souffre dans mon travail? Et là, on peut se pencher sur les travaux de Thomas Coutreau, un économiste et statisticien qui a travaillé notamment pour la DARES et qui produit des enquêtes sur les conditions de travail en France. Tous les sociologues du travail qui ont travaillé sur le rapport des jeunes au travail disent qu'ils n'ont pas un rapport au travail différent des générations plus âgées. Ils n'ont pas des attentes par rapport au travail différentes des générations plus âgées. Donc bon, déjà, l'idée que les jeunes auraient un rapport différent au travail par rapport aux générations antérieures, c'est du vent. Une autre idée qu'on trouve dans les travaux de Thomas Coutreau, c'est que les humains partagent quelques traits universels. Pour simplifier, on cherche tous et toutes à être respectés, à appartenir à un groupe. On veut s'y sentir utile, et donc on veut pouvoir constater les fruits de nos efforts. À ça, on peut ajouter que l'appartenance et l'utilité suscitent également un sentiment positif de sécurité et d'influence sur notre destin.
Sauf qu'évidemment, vous nous voyez venir, ok, le travail peut avoir une forte utilité sociale, mais encore faut-il qu'il soit de bonne qualité. Parce que certes, on n'est plus au temps du travail des enfants dans les mines ou d'un travail à la chaîne dans des usines ultra dangereuses, mais on n'a pas l'impression non plus que tout le monde aille bosser avec le smile. Et pour diagnostiquer, pour bien se représenter ce manque de qualité au travail, on va utiliser 4 concepts clés: cadence, stress, sous-traitance et perte de sens. La cadence, c'était un terme omniprésent à l'époque du travail à la chaîne, quand la vie professionnelle des ouvriers était rythmée par la machine, que les pièces défilaient les unes après les autres. Pour certains, peut-être ce terme de cadence au travail n'est plus d'actualité, ou alors peut-être juste pour certains métiers comme la livraison. Mais l'expression pourrait bien revenir dans le débat public puisque le nombre d'employés qui déclarent que leur travail consiste à répéter continuellement une même série de gestes ou d'opérations est en hausse depuis 1984. Il est passé de 20 à 40% en 2019. 40%, on approche d'un travailleur sur 2. C'est que le travail des employés a connu des évolutions ces dernières décennies et notamment une division des tâches dans les métiers de service. Par exemple, le conseiller bancaire des années 80, il accueille la clientèle, il conseille aussi de manière polyvalente sur un peu tous les sujets. Et puis, il voit les gens, il les connaît, il habite peut-être même dans le quartier, donc voilà, ça papote quoi. Ce gars-là, il a peut-être été remplacé par un travailleur dans un call center qui ne va faire que répondre aux appels des gens qui ont tapé 2 pour les questions relatives au prêt. Et ça, toute la journée. Ce phénomène de division et de standardisation est arrivé jusque dans les métiers du soin, où la seule chose à optimiser, c'est la main-d'œuvre. Les employés des EHPAD se retrouvent à nourrir 2 personnes âgées à la fois, les soins, les gestes, les toilettes sont désormais chronométrés. Mais face au manque de personnel, moins d'1 heure peut être consacrée à chaque résident par les soignants chaque jour. 1 heure pour s'occuper des tâches de base comme le réveil, les médicaments, la toilette ou les repas. Résultat, un personnel tendu, sous pression et peu de temps accordé au bien-être des résidents. Les chiffres de la DARES confirment que cela ne concerne pas que les personnels du soin, mais qu'il s'agit d'une tendance plus générale, puisque en 2016, 48% des travailleurs disaient avoir des objectifs chiffrés, donc des normes de production, à satisfaire sur une journée ou plus. Du travail standardisé, répétitif, parfois cadencé, avec des objectifs rigides et chiffrés, souvent déconnectés des besoins. Avec tout ça, on en arrive à la question du stress. Dans le travail manuel, les mouvements répétitifs produisent du stress musculaire qui peut évoluer en un TMS, le trouble musculo-squelettique. Autrement dit, une douleur chronique handicapante. Mais il y a des boulots qui stressent autre chose. La question de la santé mentale et du stress produit par le travail, ça concerne près d'1 salarié sur 2, selon certaines enquêtes. Mettons-nous un instant dans la position d'une travailleuse dans une crèche privée, comme évoqué dans le livre d'enquête « Le prix du berceau ». Il y est raconté que pour réduire le nombre de repas gaspillés, conséquence inévitable du fait que parfois les enfants ne viennent pas parce que malades ou parce qu'ils ont peut-être pas très faim ou qu'ils aiment pas le repas en question. Bref, pour réduire l'indicateur repas gaspillés, les big boss du siège ont décidé de réduire les commandes de nourriture. Du coup, tous les jours, au moment du déjeuner, le même stress. Combien de repas vont manquer ? Comment réorganiser les rations à la dernière minute pour qu'aucun gamin ne soit affamé ? Donc tous les midis, c'est décharge d'adrénaline maximum pour gérer en dernière minute des dilemmes éthiques impossibles. L'employé est stressé comme une pompière, mais sans les beaux camions et l'uniforme, et sans bénéficier du même niveau de reconnaissance sociale. Et à 8h30 le lendemain, les parents viennent demander furieux pourquoi la veille leur gamin est rentré affamé. Évidemment, c'est pas la faute de notre employée de crèche, c'est pas elle qui décide. Mais résultat, elle termine sa journée avec un joli pic d'adrénaline. Répéter la même chose tous les jours et on ne peut qu'imaginer le stress psychique de cette personne qui est forcée, à cause d'objectifs chiffrés à la noix mis en place par des dirigeants invisibles, de mal faire son travail. Il y en a qui vont sans doute nous dire qu'on abuse, que c'est pas comme ça partout. Et c'est vrai, heureusement. On pourrait dire que les scandales semblables qui ont éclaté ces dernières années, ça paraît être des cas extrêmes de stress au travail. Mais bon, ça commence à faire beaucoup de cas extrêmes là quand même. Le scandale de la maltraitance dans les EHPAD Orpea, c'était 28 000 employés. Les crèches People and Baby, qui rationnent la bouffe là, c'est plus de 6 000 employés. L'hôpital public et ses optimisations à mort, c'est 1 million d'employés. Alors, c'est peut-être pas le quotidien de 100% de ces employés, mais il faut pas non plus prendre ça comme un problème à la marge. Parce qu'on retrouve de nombreux points communs qui indiquent qu'on a sûrement affaire à un problème systémique. À chaque fois, il y a des objectifs chiffrés, soit irréalisables par manque de moyens, soit tellement rigides qu'ils ne permettent plus de s'adapter au contexte des différentes situations, ce qui retire une bonne partie de l'utilité sociale de l'activité en question.
La DARES nous apprend d'ailleurs que le nombre de salariés qui déclarent que le rythme de travail est imposé par un contrôle hiérarchique ou par un suivi informatisé est passé de 17% en 1984 à 35% en 2016. De la même façon, les salariés qui n'ont pas d'objectifs chiffrés trouvent systématiquement plus de sens à leur travail. Pour ajouter au malheur des travailleurs, celles et ceux qui fixent les objectifs ne sont pas celles et ceux qui les vivent. Et c'est comme ça qu'on arrive à notre troisième terme qu'on va appeler la voire la sous-sous-traitance. Un phénomène qui n'a fait que s'amplifier ces dernières décennies. Quand on entre dans une usine, par exemple celle d'Airbus, on peut s'attendre à rencontrer des salariés d'Airbus. Eh ben non. Sur les chaînes de production, vous allez vite tomber sur des intérimaires. Alors on monte dans les bureaux qui surplombent les machines et les ouvriers, et là, devinez qui on trouve ? Des salariés d'Airbus du coup. Eh ben non, toujours pas. Enfin, pas forcément. On trouve des salariés d'une autre entreprise en sous-traitance. En 2021, selon l'INSEE, 13% du chiffre d'affaires des entreprises ont servi à payer des factures de sous-traitance. Et encore, ce chiffre de l'INSEE ne tient pas compte d'une forme de sous-traitance qui est parfois juste sous nos yeux, mais qu'on appelle différemment. Par exemple, si je vous dis auto-entreprise, je suis sûre que vous pensez pas forcément à sous-traitance. Et pourtant, si ce statut peut être vu comme un moyen d'accéder à la liberté, d'être son propre patron, la réalité c'est plutôt que les micro-entrepreneurs sont en situation de dépendance économique. Dans le cas des indépendants qui bossent sur des plateformes, type chauffeur Uber, depuis 2024, la réglementation européenne a même introduit la notion de présomption de salariat. Forcément, comme ils doivent répondre à des ordres et disposent de très peu de liberté dans l'organisation de leur travail, c'est vrai que ça ressemble quand même vachement à du salariat. Mais au-delà du salariat déguisé, il y a aussi la situation de dépendance économique qui va avec ce statut. Combien de ces indépendants dépendent en réalité d'une entreprise qui compte pour plus de 50% de leur chiffre d'affaires ? Dans le cas des graphistes, fabricants ou même des influenceurs, sont-ils vraiment si indépendants que ça ? Alors, les micro-entreprises, c'est un bon exemple de sous-traitance, mais vous avez aussi les franchisés. Les Carrefour ou les McDo sont souvent gérés par des petites entreprises pour le compte de la marque. Le point commun de toutes ces manières d'organiser la sous-traitance, c'est toujours la même, ça permet de rompre les liens de responsabilité. Sur Stupid Economics d'ailleurs, on va bientôt sortir une vidéo sur ce sujet, c'est à propos notamment de l'affaire Nestlé, qui accumule les scandales, mais qui n'est jamais responsable de rien. Donc abonnez-vous pour pas la manquer, évidemment. Sur Eureka, je vais pas sortir de vidéo. Merde. Abonnez-vous quand même. Merde. Je vais pas sortir de vidéo là-dessus, moi. Mais abonnez-vous quand même. En tout cas, c'est habile tout ça, parce que si jamais les employés d'un sous-traitant ou d'une franchise, par exemple, ont des revendications, veulent créer un syndicat, ou bien lancent une action en justice, il y a tellement d'intermédiaires entre ces employés et la grosse boîte tout en haut pour laquelle ils travaillent, qu'elle est même pas embêtée en fait. Elle peut juste rompre ses contrats avec ces intermédiaires, genre changer de boîte de sous-traitant, ou rompre le contrat du franchisé, ou encore trouver un nouvel auto-entrepreneur. Cet usage de la sous-traitance, il s'étend, et là encore, on le trouve dans les chiffres, par exemple de l'emploi intérimaire. S'il fluctue énormément en fonction des cycles économiques, il a augmenté entre les années 2000 et 2023 plus rapidement que la population active, en passant de 600 000 à plus de 800 000. Tout ça alors que, en même temps, l'auto-entreprise remplace l'usage de l'intérim dans certains secteurs comme la livraison ou le service à la personne. Et toutes ces formes de sous-traitance, ça touche toujours beaucoup les jeunes. D'après la DARES, les moins de 30 ans représentent 43% des intérimaires en 2015. Et du côté des micro-entreprises ou auto-entreprises, c'est la même chose, elles étaient créées à 39% par des moins de 30 ans en 2024. Tout ça nous amène logiquement à la question de la perte de sens. Parce que la sous-traitance peut aller tellement loin que le travailleur ne sera peut-être jamais dans la même pièce que la personne qui lui donne des ordres. En fait, ça devient parfois même difficile de dire pour qui on travaille exactement. Tout ça, ça sent quand même pas mal le bullshit job. L'anthropologue David Graeber, dans son livre de 2018, documente le fait que de plus en plus de gens sont persuadés que leur boulot ne sert à rien. Définition du bullshit job, c'est une forme d'emploi rémunéré qui est tellement complètement inutile, superflu ou nuisible que même l'employé ne peut en justifier l'existence, bien qu'il se sente obligé, en raison des conditions de son emploi, de faire comme si c'était le cas. Graeber a même fait des catégories avec des noms marrants. Donc on a les faire-valoir, qui sont là pour mettre en valeur la hiérarchie, ou la clientèle, comme certains postes de réceptionnistes. On a aussi les porte-flingues, qui sont recrutés pour faire pareil que les concurrents, sinon on passe pour des nuls, et dont le boulot a une dimension agressive. Alors là, par exemple, il y a les avocats d'affaires. Après, il y a les rafistoleurs, qui sont employés pour résoudre des problèmes qu'on pourrait éliminer de manière pérenne si on avait réellement une vision de long terme. Imaginez un programme codé avec les pieds qui bug sans arrêt, faudrait tout reprendre à zéro, mais voilà, on préfère patcher. Et puis on finit avec les cocheurs de cases, recrutés pour permettre à une organisation
organisations de prétendre qu'elles traitent un problème alors qu'en fait, pas trop. Genre là, on pourrait aller regarder dans les départements de conformité, par exemple. Mais attention à pas faire d'amalgame. Face à une perte de sens, il suffit pas de balancer de l'argent sur la table pour résoudre le problème. Parce que oui, quand l'Institut Montaigne demande aux jeunes ce qui est important dans leur emploi, ils répondent en priorité la thune. Du coup, on pourrait penser que c'est ça la solution. Dans ces aspirations, ils mettent en premier la rémunération. Point très important, surtout... Oui, et surprenant, parce que c'est vrai qu'on se disait que... C'est vrai qu'on les entend dire l'important, c'est pas tant le salaire que le sens de mon travail, le sens les que valeurs. je donne, les valeurs. Et en fait, leur avez demandé de classer 15 critères importants dans leur rapport au travail. Et bien, le premier, c'est voilà, le c'est salaire, la rémunération, quoi. mais qui est très liée à un rêve aussi d'indépendance. Sauf que les jeunes répondent ça parce qu'ils associent emploi et indépendance financière. Et comme les logements coûtent de plus en plus cher et qu'il y a eu l'inflation récemment, ben oui, les revenus sont au sommet des priorités. Mais ça résout pas le problème du sens. En fait, si le niveau de salaire participe bien à donner du sens à un emploi, il n'est pas suffisant pour en donner à un travail. Pour l'économiste Thomas Coutreau, l'emploi, c'est la liste des tâches à accomplir tous les jours. On se lève, on va au boulot, on fait ce qu'on nous dit de faire. Pour que ça ait du sens, il faut qu'en retour, on puisse se loger, se nourrir, se divertir, etc. On a donc besoin d'un salaire décent. Mais le travail, c'est plus large que ça. Thomas Coutreau parle d'efforts consentis en vue d'un but extérieur à l'activité elle-même. Selon cette définition, pour que le travail ait du sens, il faut que l'employé considère que les tâches qu'on lui demande de faire sont utiles à la société. Et là, le salaire n'a plus rien à voir là-dedans. D'ailleurs, les études de terrain montrent que les métiers les mieux rémunérés ou aux plus fortes qualifications ne sont pas nécessairement perçus comme ayant beaucoup plus de sens. On retrouve notamment les employés de banque et des assurances dans le top 10 des pires métiers en termes de sens. Mieux, quand on demande à celles et ceux qui démissionnent pourquoi ils le font, la réponse qui arrive en premier, avant le salaire trop bas, le boss relou ou les cadences intenables, c'est la perte de sens. Le fait de se sentir pas bien payé par rapport aux efforts qu'on consent n'est pas significatif, hein, et ni le niveau de salaire. Autrement dit, les personnes, en tout cas entre 2013 et 2016, mais je pense qu'en réalité plus général, ne démissionnent pas pour aller chercher un meilleur salaire, mais pour aller chercher un meilleur travail. Bon, c'est le moment de parler des solutions envisageables. Environnement de travail peu, beaucoup, voire très hostile, vie professionnelle dominée par des cadences et des objectifs chiffrés intenables ou insensés, stress, sous-traitance. Que faire quand on ne trouve pas ou plus de sens à son travail ? Une solution qui peut malheureusement être contre-productive, c'est le développement personnel. Peut-être que ce qu'il vous faut, c'est un coach pour vous aider. Et c'est possible que ça fonctionne. Pour quelqu'un qui traverse une mauvaise passe, ça peut carrément aider à surmonter un manque de confiance en soi, permettre de trouver sa place dans une nouvelle équipe, aider à mieux organiser ses journées, se sentir plus productif. La démarche d'essayer d'être une meilleure personne n'a évidemment rien de problématique en soi. Et puis, face à une organisation du travail qui paraît parfois intouchable, comme on l'a vu par exemple dans le cas d'un sous-traitant qui n'a pas vraiment l'espace de formuler des revendications, et le développement personnel ou bien le coaching peut sembler être le seul outil à sa disposition pour agir. Par contre, il faut avoir conscience des limites du coaching. Et on peut ici citer les propos très éclairants de la sociologue Scarlett Salman. Le coaching individuel conduit les organisations à se dédouaner de toute réflexion sur leur propre fonctionnement pour faire reposer la recherche de solutions sur les individus, là où il pourrait y avoir une analyse et une mise en discussion collective de l'organisation et du travail. Paradoxalement, cette tendance entretient le risque de burn-out, car si les personnes sont toujours remises dans des situations qui les exposent à des difficultés structurelles, il y a, malgré les optimisations qu'apporte le coaching, un risque d'épuisement. L'autre tendance, ici aussi parfois contre-productive, face aux problèmes rencontrés en entreprise, c'est de chercher à sortir du salariat, notamment via la création de sa micro-entreprise. Il s'agit d'un statut créé en 2009, devenu tout de suite très populaire. Devenir son propre patron, la liberté des horaires, vivre de sa passion, travailler plus pour gagner plus. Vous vous souvenez ? C'était le bon temps. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Sauf que, petit retour à la réalité. Dans le livre de la sociologue Sarah Abdelnour, Moi, petite entreprise, les auto-entreprises de l'utopie à la réalité, qui a étudié ce statut de 2008 à 2012, on y apprend que sur cette période, seuls 5% des auto-entrepreneurs réussissent à dégager un revenu supérieur au SMIC. Alors ce chiffre est peut-être un peu daté, mais la double conclusion qu'elle tire dans ses travaux semble toujours très pertinente aujourd'hui. D'abord, le statut profite surtout aux patrons. Plutôt que d'embaucher des gens pour de vrai et leur faire bénéficier de la protection du salariat en payant des cotisations, ils préfèrent organiser une forme détournée de sous-traitance
en les obligeant à gérer leur micro-entreprise. Moins de cotisations pour le patron et moins de protection pour le travailleur. Pas de sécurité de l'emploi, pas de chômage et quasi pas de retraite non plus. La deuxième conclusion, c'est que la majorité des micro-entrepreneurs se lancent alors qu'ils touchent un chômage ou que leur conjoint est, lui ou elle, en CDI. Autrement dit, le statut ne fonctionne pas tout seul, il ne fonctionne que parce que le salariat est suffisamment protecteur. Ainsi, puisque le statut de micro-entrepreneur dépend fortement du salariat, il ne peut en aucun cas en être l'avenir. Alors non, ni le développement personnel, ni la tentative de devenir son propre patron ne sont de véritables solutions. L'un comme l'autre permettent peut-être de rendre temporairement le travail moins détestable, mais ils renoncent à changer le travail, à changer comment il fonctionne, comment il est organisé. Et Thomas Coutreau nous propose justement une description de cette organisation, qu'on a juste un tout petit peu simplifiée, qui est très pertinente pour comprendre le problème. Tout en haut, vous avez les marchés financiers. Un truc rempli de gens qui gèrent l'argent des autres en attendant un retour sur investissement, souvent à court terme. Pour y arriver, ils achètent des produits financiers et notamment des actions. Donc, ils deviennent propriétaires d'entreprises cotées. Ces entreprises cotées, des grosses boîtes donc, pour simplifier un peu, on va les appeler des entreprises de marque, parce qu'on connaît les marques qu'elles représentent, genre Carrefour, Accor, La Paire, etc. Ce sont elles qui designent les produits et qui en ont la propriété intellectuelle. Mais ces entreprises, elles ne fabriquent rien d'autre que des plans et des stratégies. Tout le reste du boulot est transféré aux entreprises du dessous. Ça peut être des filiales, par exemple, qui font de l'assemblage, de la logistique ou qui gèrent des magasins. Pour prendre un exemple, ça va être la filiale de Nestlé, qui s'appelle Nestlé Waters France, qui opère des usines de mise en bouteille d'eau. Les tâches peuvent y être répétitives, mais on est encore sur des entreprises qui détiennent du capital. Elles peuvent pas disparaître du jour au lendemain. On peut y trouver de l'activité syndicale. Mais de plus en plus, ces entreprises ont appris à déléguer. C'est la fameuse sous-sous-traitance. Et ce sont ces petites entreprises, tout en bas de l'échelle, qui sont les réceptacles de toutes les pressions accumulées, de tous ces objectifs chiffrés insensés. Ici, on parle de la société de gardiennage, du ménage, des petites sociétés de logistique ou d'usines étrangères, mais aussi de centres d'appel en France ou ailleurs, de cabinets de comptables, de petites entreprises de développeurs, etc. Autant de structures qui n'existent que pour séparer les travailleurs du capital. Le problème, c'est que cette tendance à déléguer, à passer par un fournisseur ou un sous-traitant plutôt que de faire le taf en interne, se poursuit, fragilisant même les travailleurs en CDI parce que ça les met en concurrence avec une main-d'œuvre plus facilement remerciable. Pour résumer, la filialisation et la sous-traitance éloignent une grande partie des travailleurs des centres de décision. Or, la solution pour redonner du sens au travail, c'est de les y associer. Personne ne dit que les cadences ou les objectifs chiffrés, ce sont toujours des mauvaises choses. Simplement, pour que ces outils d'organisation puissent être autre chose que des indicateurs désincarnés, pour qu'ils aient du sens, qu'ils permettent réellement d'optimiser une activité utile à la société, il faut que les travailleurs qui sont au plus près de cette activité aient leur mot à dire. C'est la loi de Goodhart. Lorsqu'une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure. L'exemple typique, c'est celui du PIB. À quoi bon chercher à le faire grossir si ce n'est pas une bonne mesure de la santé et du bien-être des gens? Finalement, pour redonner du sens au travail, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en question son organisation autocratique? Doit-on conserver ce système d'allégeance aveugle au saint organigramme où le travailleur est supposé faire ce que son chef lui demande en baissant les yeux? Après tout, si on est d'accord pour dire que la démocratie est une forme d'organisation et de prise de décision désirable, pourquoi y a-t-il si peu de démocratie dans nos entreprises? De la démocratie en entreprise, Gilles? Mais enfin, vous êtes tellement un gauchiste qui voit des bisounours partout. Évidemment qu'une entreprise ne peut pas être démocratique. Ou alors on sacrifierait l'efficacité et la rapidité de la prise de décision. Et puis, les moutons sont bien contents d'avoir un berger. C'est stressant de prendre des décisions, vous savez. Eh oui. Et pourtant, les entreprises ont déjà des mécanismes de délibération démocratique. Les actionnaires votent pour élire leurs représentants, les membres du conseil d'administration, conseil qui nomme les principaux dirigeants de la boîte, dirigeants qui font voter les décisions stratégiques aux actionnaires pendant les assemblées générales. Donc en fait, il y a déjà quelques logiques démocratiques dans les entreprises. Alors pourquoi ne pas aller plus loin? D'abord, la démocratie actionnariale est censitaire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une personne égale une voix, la règle en entreprise, c'est une action achetée égale une voix. Donc les plus riches achètent plein d'actions et prennent le pouvoir. Mais on pourrait limiter ça. Par exemple en disant que la première action achetée donne une voix, la deuxième la moitié d'une voix, la troisième un tiers de voix, etc. Ou un truc du genre quoi. Ça distribuerait les cartes du pouvoir au profit des petits actionnaires. Et quitte à redistribuer le pouvoir, pourquoi ne pas inclure les employés dans la démocratie d'entreprise? C'est ce que font les SCOP, dans lesquels la règle c'est un employé égale une voix.
On pourrait même inclure les clients. Et puis, il faudrait penser à la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, la démocratie d'une entreprise classique, c'est tous les pouvoirs entre les mains d'une seule institution, le conseil d'administration, donc les représentants des actionnaires. Mais pour éviter la dictature de la majorité, c'est la base de la base, il faut séparer les 3 grands pouvoirs. L'institution qui dirige la boîte, l'exécutif, ne devrait pas être celle qui vote les lois internes à la boîte, le législatif, et ne devrait pas non plus être celle qui surveille que les lois sont appliquées, le judiciaire. Vous savez, comme les gens disent parfois « Oh, il faudrait que l'État fonctionne comme une entreprise hein. ». Bah, est-ce que ce serait pas plutôt aux entreprises de fonctionner un peu plus comme une démocratie? Il est peut-être temps de tester ça, non? De replacer la question des contre-pouvoirs au cœur du modèle entrepreneurial. Parce que, visiblement, la compétition entre les entreprises, qui ne cherchent que le profit, ressemble pas mal à une course vers le fond. Une course vers le fond à laquelle participent les gouvernements successifs, qui au lieu de s'attaquer à l'organisation des entreprises, préfèrent s'attaquer toujours plus au code du travail. Bref, encore plein de choses à dire sur le travail et sur tant d'autres sujets. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à soutenir Blast pour qu'on puisse vous faire plein de nouvelles émissions. Et pour plus de contenu économique, vous pouvez retrouver nos chaînes respectives. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour le dernier épisode de la saison. Moi aussi, vous pouvez... Et moi, sur ma chaîne, je vais aussi sortir peut-être une vidéo bientôt. Et moi pareil. Et moi pareil. Elle sera mieux la mienne. Ouais. Bon, voilà. C'est la fin de l'épisode. Voilà, donc on va mettre un petit taquet à Macron. Alors.